C'est l'heure du magazine politique. Bienvenue à vous. Lorsqu'un pouvoir tarde à agir, il paraît faible. Lorsqu'il agit trop vite, il est accusé d'alarmiste. Face à l'hantavirus, le gouvernement français semble prendre la voie du milieu. Agir, anticiper très vite. La France a décidé d'hospitaliser les 22 cas contacts, une mesure que peu de pays européens ont prise. Après la grande épidémie de Covid, la confiance est fragile. On sait d'expérience qu'un virus peut déstabiliser le monde, les sociétés et fracturer les opinions. Pour l'instant, l'opposition salue les mesures. Le Parti socialiste estime que le gouvernement a bien géré les choses pour l'instant. Un parti socialiste qui justement se cherche encore et se divise toujours. Primaire, pas primaire, avec qui, en incluant qui, en excluant qui. Les avis divergent comme souvent. Dans leur projet de programme, le Parti socialiste veut rompre avec la social-démocratie qu'elle juge caduque. Mis en quoi rompt-il avec le programme de Jean-Luc Mélenchon? En Grande-Bretagne, les travaillistes sont en train de couler. Le ministre de la Santé vient de démissionner pour devenir le potentiel concurrent de Keir Starmer. En Allemagne, le SPD va mal. Aux États-Unis, même combat, même si les démocrates remontent un peu par les erreurs de Trump. Et la question qui se pose est celle-ci, et c'est un paradoxe. Le capitalisme dur devrait amener la gauche au pouvoir pour défendre un capitalisme plus inclusif, mais la gauche n'en profite pas. Pourquoi ? On posera la question à nos invités. Catherine Tricot, bonsoir, directrice de la revue Regard, merci d'être avec nous. Bonsoir, Valérie Lecable, bonsoir, vous êtes Roselyne. Éditorialiste au Libre Journal, merci d'être avec nous. Tristan Banon, éditorialiste à Franc-Tireur et aux Échos Week-end. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et un seul homme aujourd'hui, Jean Garrigue, historien. Ça va, vous ne vous sentez pas trop Bonsoir, en minorité? mesdames. Au contraire, je suis Exactement. environné par le charme et le talent. Oh, waouh. Et si ça recommençait? L'idée de revivre un tel cauchemar est dans tous les esprits. Après le Covid, l'hantavirus va-t-il nous mettre à genoux? Pour l'instant, la communauté scientifique n'est pas trop inquiète. Ni le président Emmanuel Macron, qui lors du Covid avait, vous vous souvenez, déclaré la guerre au virus. On l'écoute. Aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants, comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose, parce que nous avons l'expérience du passé. Donc le gouvernement a pris les bonnes décisions, la situation est sous contrôle, sous son autorité, grâce à nos soignants que je vais à nouveau remercier. Et maintenant, il est important qu'il y ait une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles, je pense, aillent vers les standards les plus exigeants qui ont été définis à très court terme, et que l'Organisation mondiale de la santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes. La France a été réactive, ce n'est pas le cas de tout le monde. L'Europe devrait-elle se coordonner comme le demande le président? Les gouvernements ont-ils, selon vous, appris de l'épidémie de Covid? Alors, selon l'INSEE, en 2023, soit 3 ans, après le Covid, plus de 5000 lits d'hôpital avaient été supprimés, alors que l'on se souvient que le sujet des places était très tendu. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Bon, même si le cas de figure est différent, voilà, est-ce que il semble qu'on ait tiré les leçons du Covid. Du Covid, ouais. J'aurais tendance à penser que oui, parce qu'on en parle déjà. Le Covid, quelques semaines avant que nous soyons tous confinés, on en parlait à peine. On ne mesurait pas, à titre personnel, j'ai accouché très peu de temps avant que nous soyons confinés. Et à l'hôpital, ça circulait un peu comme un bruit, mais à peine. Et c'est les infirmières qui nous alertaient sur le fait que possiblement un virus risquait de poser des problèmes. Mais on en était très loin des débats à la télévision, alors que là, très en amont, on en parle, très en amont, on prend des dispositions. Vous l'avez dit, les cas ont été hospitalisés, alors qu'on est face à un virus qui est de très, très, très loin moins contaminant. En tout cas, qui ne se propage pas aussi, mais beaucoup plus létal, plus létal, mais qui se propage beaucoup moins facilement, puisqu'il faut des contacts prolongés, puisqu'il faut des contacts intimes. On n'est pas dans les virus qui se transmettent par l'air, ce qui rend la chose éminemment facile à se propager partout. Et à faire des épidémies, voire des pandémies. Là, on est très loin de ça. Et j'ai discuté il n'y a pas plus que 5 jours avec un médecin qui est aux urgences et qui n'était pas inquiet du tout après en avoir parlé avec la communauté médicale et qui disait franchement, oui, beaucoup plus létal, mais beaucoup moins transmissible. Parce que c'est vrai qu'on s'était dit de toute façon,
les épidémies vont revenir, hein, c'est l'histoire du monde, hein, régulièrement. On peut considérer que... alors, c'est difficile de faire de la projection, mais est-ce que c'était une erreur à l'époque d'avoir confiné tout le monde, de voir que les jeunes avaient... d'ailleurs, ça avait eu un impact sur la santé mentale des jeunes. Est-ce que si aujourd'hui il y avait s'il y avait une pandémie de cette ampleur, est-ce qu'on referait les mêmes process, Catherine? Difficile à dire. Hein, oui, difficile. Là, pour l'hantavirus, ça ne paraît pas du tout approprié. C'est-à-dire que pour l'instant, on met à l'isolement ceux qui ont été des cas contacts et on a appris aujourd'hui même qu'aucun d'entre eux, les 22 qui ont été cas contacts, n'a attrapé ce virus. Enfin, ils ont tous été testés, ils sont tous négatifs. Donc, disons, les tests les disent négatifs. Donc, on peut penser que, en effet, comme vous venez de le rappeler, c'est très peu contagieux. Et heureusement, puisque quand même, sa taux de létalité, c'est 30 à 50%. Quoi. Donc, c'est quand même très, très grave d'avoir ce... Mais ce que je pense, c'est que, en effet, c'est quand même depuis depuis des millénaires, on sait qu'il faut se confiner. Enfin, c'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité, qu'on sait qu'il faut se séparer, se confiner quand il y a ce type de maladie. Mais ce qui me semble, c'est que là, maintenant, on a quand même pris conscience de deux choses. C'est d'une part que ce sont des maladies qui sont portées par les animaux, donc des zoonoses qui deviennent très inquiétantes parce qu'elle se développe et qu'on est dans une proximité avec un monde animal déstabilisé par les transformations du climat et qui se rapproche des villes. Et donc ça, c'est quand même une question qui n'est pas au jour le jour, mais qui est quand même extrêmement préoccupante. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes absolument interdépendants. C'est-à-dire que je crois que l'idée qui a été celle de Donald Trump de quitter l'OMS au mois de janvier 2025 n'était pas la meilleure idée du monde, parce qu'en fait, nous avons absolument besoin d'organisations internationales mondiales qui permettent d'informer, partager les informations et de coordonner les politiques publiques, parce que là, c'est ça qui nous menace. Oui. Alors justement, sur ce que vous disiez, après, Valérie, on va vous entendre, mais me tourne vers l'historien. Bon, vous n'êtes pas spécialiste de la peste. Voilà. Je suis spécialiste de tout. Vous êtes spécialiste de tout. Mais parce que Pablo Pillo-Vivien, qui était sur notre plateau aussi hier, disait aussi la même chose, de cette déstabilisation en fait, du climat, etc., de nos façons de vivre. Mais oui, je prends la peste, l'exemple de la peste à Marseille qui est arrivée dans les années, alors je ne sais plus, je ne sais plus qui était venue par les bateaux, les rongeurs, enfin les rats. Voilà. Est-ce que c'est lié forcément aussi aux déstabilisations à la fois climatique et à notre manière de vivre? Je serais incapable de vous le dire, mais je pose des questions un peu bêtes. Non, mais il est utile de ne pas évacuer cette hypothèse. En tout cas, que ces déstabilisations, ces dérèglements climatiques qu'on est en train de vivre peuvent avoir effectivement des influences sur la faune, etc., et des comportements animaux. Donc ça, c'est une réalité. Mais moi, je veux revenir... On se souvient du pangolin. Je veux revenir... Je termine juste. Je sais que je vais avoir du mal. Mais sur la position des Américains, qui sont là les mauvais élèves par rapport à l'hantavirus. Ouais. C'est-à-dire que la France a pris les devants, elle a isolé les cas contacts, etc. Les Américains, d'après ce que j'ai compris, c'est de l'autoconfinement, j'allais dire, à la bonne volonté de ceux qui ont été des cas contacts. Et là, on voit bien que, effectivement, c'est ce qu'a montré la lutte contre la Covid, c'est qu'il faut un plan d'ensemble international, y compris dans la mobilisation des ressources, y compris financières. S'il n'y avait pas eu l'Europe, par exemple, on aurait été... Oui, mais justement, aujourd'hui, Emmanuel Macron dit qu'il faut qu'on soit coordonnés sur les décisions, et notamment... les décisions strictes qu'a prises la France. C'est vrai que l'Europe, c'est l'espace Schengen, tout le monde circule, etc. Est-ce qu'il ne faut pas non plus que tout le monde ait les mêmes mesures ? Comme vient de le dire très bien Jean Garrigue, l'Europe, c'est bien, mais c'est insuffisant, puisque si les États-Unis décident de faire autrement et qu'une épidémie, ce qui ne devrait pas arriver, devait partir de là-bas un jour, on aurait beau se coordonner au niveau européen, ça serait pas d'une utilité folle. Pourquoi il fait ça, Donald Trump ? Parce que le Covid lui a coûté très cher, lui a coûté sa réélection, et que d'un point de vue politique, il veut surtout pas inquiéter les Américains à un moment où ils sont déjà suffisamment inquiets par d'autres sujets.
sujets, par la guerre, etc., et par les midterms qui arrivent. Après, sur le climat, bien sûr que la déstabilisation du climat peut augmenter ces histoires d'épidémie, mais là, en l'occurrence, c'est quand même un couple de chercheurs sur les oiseaux, complètement fous furieux, qui sont allés au fin fond des Andes, dans un endroit strictement dangereux et interdit, et qui, pour aller photographier leurs fameux avions, se sont retrouvés dans une zone où ils n'auraient jamais dû être. Donc là, on ne peut pas avoir de conclusion générale. Leurs fameux oiseaux. Leurs fameux oiseaux qu'ils ont photographiés. Ils sont morts tous les deux pour cette photographie. C'est assez hallucinant. Et on savait que la zone était dangereuse, on savait qu'il ne fallait pas y aller et que c'était interdit d'y aller. Donc, si vous voulez, ce type de choses... Bon, après, est-ce qu'il faut interdire les croisières? C'est aussi une question, parce que c'est toujours dans ces endroits clos où les gens se transmettent les choses. Après, plus sérieusement, juste pour terminer rapidement, je trouve que cet épisode nous rappelle à quel point le Covid nous a traumatisés. Quand même. On l'avait mis dans un coin de notre mémoire, mais tout d'un coup... On revoit le fantôme, ce virus, d'Olivier Véran. Et je pense qu'au moment du Covid, si on avait obligé les 22 cas contacts à rester 40 jours à l'hôpital, dans une chambre fermée, on aurait dit, mais ils sont fous. Et là, on est content. On se dit, mais laissez-les bien à l'hôpital, en fait. Ne les laissez pas sortir. Et donc, ça montre à quel point la mentalité des gens, puisque 72% des Français font confiance au gouvernement sur ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui là-dessus. Donc, la coercition liée à la protection et à prévenir... Le taux d'acceptation est devenu beaucoup, beaucoup plus important que ce qu'il était à l'époque. Ça n'a rien à voir. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, rapidement, deux choses. Si on continue de comparer Covid et hantavirus, il est amusant de voir les théories complotistes dans un cas comme dans l'autre. Et on voit à quel point... les préoccupations, notamment de certains partis politiques, ont suivi le courant, puisque quand la Covid est arrivée, les théories du complot disaient que c'était Big Pharma, que c'était une entente entre les grands laboratoires pharmaceutiques, le grand capital, tout ça pour faire de l'argent sur la santé des gens. Et bien désormais, propagé notamment par Grok, quand même, l'intelligence artificielle d'X, la nouvelle théorie du complot autour de l'hantavirus, c'est que ça vient d'Israël et des Juifs, et que « hanta » serait un mot qui, en hébreu, signifierait mensonge, fake, ce qui est faux, ce qui est parfaitement faux, puisque fake, en hébreu, je ne parle pas hébreu, mais je suis allée chercher, ça se dit karta, ce qui n'est pas exactement hanta, mais c'est marrant de voir à quel point le centre de gravité de la fake news et de la théorie complotiste a continué de migrer en fonction des préoccupations du moment, et juste pour faire suite à ce que vous venez de dire, c'est assez amusant de considérer que c'est notre vie contemporaine, finalement, qui possiblement ferait se propager comme ça des pandémies, alors qu'il me semble, je ne suis pas historienne, mais il me semble qu'on attrapait beaucoup plus de virus et qu'il y avait beaucoup plus de pandémies dans les temps anciens qu'aujourd'hui. Donc, globalement, notre façon de vivre n'est pas trop incriminée. C'est pour ça que je reparlais de la peste à l'époque. Ou de la grippe espagnole. La moitié de la population européenne est morte donc, de la peste. Donc, je veux dire, c'était quelque chose de considérable parce qu'on n'avait pas moyen de les traiter. Je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que vous venez de dire, Tristan, à propos des théories du complot. Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à où on voit le complot. Parce que quand même, la grosse théorie qui a été développée au moment du Covid, c'est que c'était parti d'un laboratoire chinois. Oui, du pangolin, là aussi. Sauf que ça, maintenant, on sait que c'est pas vrai. Ça, maintenant, on sait, ça a été établi, que ce n'est pas du côté du laboratoire chinois que c'est parti. Et si, alors maintenant, c'était posé. Oui, alors c'est posé, c'est établi. Il y a un de nos collègues du Monde qui vient de sortir un très gros livre à ce sujet qui rend compte de tout cela et qui dit, aujourd'hui, maintenant, c'est la communauté scientifique est absolument certaine que ça vient du marché des animaux vivants de Wuhan et que ce n'est pas du côté... Mais pourquoi cette histoire que ça serait parti d'un laboratoire? Il se trouve que c'est une grande théorie qui a été formulée aux États-Unis à l'encontre des laboratoires chinois et qu'on était déjà dans cette espèce de volonté de discréditer l'autre et d'attaquer les Américains, d'attaquer les Chinois. Mais le marché de Wuhan, il est où? À Wuhan.
Le marché, il est en Chine. Il est en Chine. Non, mais d'accord, mais sauf que c'est pas la même chose. Un marché, c'est pas la même chose que ce soit parti d'un marché Wuhan que des savants fous qui font des expériences dans un laboratoire et qui laissent partir un Covid. Donc, de façon là, en l'occurrence, l'occurrence, on pensait pas qu'il l'avait fait. Attendez, ce que je veux dire, c'est que vous parliez des théories complotistes. Que je dis, c'est que les complots, les théories complotistes, chacun raconte ses histoires et qu'elles sont significatives. En l'occurrence, elles étaient très significatives de la part de l'administration américaine et d'un certain nombre d'idéologues américains de vouloir mettre en cause la Chine, ce qui n'est pas le cas. Je vois que vous êtes inspiré par le sujet. Alors, je vous propose de changer de thème. Où habite le Parti socialiste? Alors, souffrance. De quel virus est-il atteint? Dans un laboratoire chinois. Alors, sous François Hollande, il était social-démocrate, puisqu'il avait dit en 2014 je suis social-démocrate, même s'il avait été entravé. Plutôt social-libéral, on va dire. Alors, ça dépend des avis. Mais bon, bref, on ne tranchera pas là-dessus. Même s'il avait été entravé, vous vous souvenez, par les frondeurs. Donc le PS s'est ensuite allié à la gauche radicale pour survivre électoralement. Résultat, aujourd'hui, la ligne est assez illisible. Donc, où va le Parti socialiste aujourd'hui? Alors, je rappelle que le Parti socialiste représentait autrefois un bloc puissant, classe moyenne, fonctionnaires, ouvriers, et une partie des classes populaires est partie vers l'abstention ou le vote populiste. Aujourd'hui... On dirait quoi qu'aujourd'hui, il va où le PS? Vous avez la crise de la social-démocratie, d'abord, elle est européenne. Et si on étend au Parti démocrate américain, on voit bien que le problème se pose aussi pour eux. Et elle ne date pas d'hier, en réalité. Là, elle se cristallise sur les incertitudes de la gauche social-démocrate face à l'élection présidentielle, avec cette figure dominante, hégémonique de Jean-Luc Mélenchon. Mais en réalité, la crise de renouvellement, de régénération du socialisme, de la social-démocratie, elle date d'il y a 20-30 ans. Et ce qui s'est passé avec l'élection d'Emmanuel Macron est une des conséquences de cette crise, de cette absence justement de renouvellement de la problématique, parce que le monde a changé, le monde s'est mondialisé, la finance mondialiste a pris le pouvoir, et les solutions qui étaient données et qui sont encore données par les socialistes, par la social-démocratie, n'ont pas paru adaptées aux Français. Y compris alors sur un terrain, sur des problématiques qui sont devenues aujourd'hui dominantes, qui sont celles qu'on ne peut pas mettre de côté, parce que pour l'opinion publique, elles sont très importantes, sont celles du pouvoir d'achat, de l'immigration et de la sécurité. Et là, c'est vrai que vous avez encore, même si il ne faut pas caricaturer, il y a eu une réflexion qui s'est faite un peu partout, sur ces questions-là, il y a, surtout en France, un retard à l'allumage. Il y a une absence de clarté sur ces problèmes, parfois même un refus de les aborder. Ça, c'est une vraie question. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde l'exemple anglais avec le Premier ministre Keir Starmer, qu'est-ce qu'on lui reproche le plus, en dehors de l'incarnation et des sujets personnels, c'est que la population attendait qu'il change les choses et qu'il n'a rien changé. Il considère qu'il n'a pas un programme qui tient la route et qu'il change quelque chose. Qu'est-ce qu'on a reproché à François Hollande pendant son quinquennat? D'avoir promis le changement et de ne pas l'avoir mis en œuvre. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que d'un point de vue purement idéologique, en fait, la social-démocratie a du mal à se définir fortement. Parce que les contraintes macroéconomiques sont tellement fortes qu'entre le macronisme, la social-démocratie, même le centre-droit, etc., on se bat sur quoi? Sur est-ce qu'on prend la retraite à 64 ou à 67 ans, sur des choses qui sont à la marge, en fait. C'est-à-dire que l'Europe, elle est majoritairement social-démocrate. Souvenez-vous, Roselyne, que François Mitterrand avait été élu sur changer la vie. Changer la vie. C'était ça la promesse. La promesse de l'époque, c'était changer la vie. Sur un air de Sirtaki. Et en fait, cette promesse-là, elle est très difficile à faire passer de nouveau. Ça, c'est sur le fond. Après, sur la forme, si vous regardez le Parti socialiste ou ses affidés, en fait, on peut mettre dedans Raphaël Glucksmann,
François Hollande, qui a fait la campagne pour le PS aux européennes, quand même s'il n'est pas au PS. Mais il n'arrive pas à prendre le PS. François Hollande, Bernard Cazeneuve, Olivier Faure et Boris Vallaud, ils sont 5 à vouloir être président de la République. 5. Ouais. Dans cette mouvance social-démocrate. Donc, si vous voulez... Il y a Jérôme Gage. Et Jérôme Gage. Oui, mais lui, c'est pour le fun. Boris Vallaud... Boris Vallaud, il... C'est pas trop, hein. Ah, bah si, quand même. C'est le fond de son ambition personnelle. Ouais. Et oui, donc, si vous voulez, vous additionnez la difficulté à exister entre les radicaux, avec les radicaux, le squeeze entre ce qu'a fait le macronisme, qui a quand même piqué l'essentiel de la social-démocratie quand il s'est constitué. Hein. Je veux dire, à l'époque, ceux qui ont voté Macron, c'était des sociodémocrates. Et une incarnation où il y a une bagarre entre 5 différentes personnes, ça complique singulièrement les choses. En fait. Oui, alors, c'est dans le programme, le pré-programme qu'a fait Chloé Ridel pour le Parti socialiste, elle dit... en quelque sorte, la social-démocratie est caduque. Et donc, si on lit... Alors, c'est difficile de trouver, ce programme-là. Il faut leur demander, parce qu'il n'est pas encore en ligne, etc. On sent bien que c'est quand même un programme plutôt très à gauche. Mais est-ce qu'on rompt avec la social-démocratie, mais est-ce qu'on rompt avec le programme de Jean-Luc Mélenchon ? J'ai le sentiment, excepté qu'il soit contre l'idée de la nouvelle France de LFI, on n'a pas le sentiment que ce soit réellement différent. Il n'y a pas grand monde qui pense que le programme de Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche. Hein. Je veux dire, franchement, quand on analyse les choses calmement, si on prend les propositions du programme de Jean-Luc Mélenchon et celles de François Mitterrand, on se dit, il est bien pâle, il est bien calme, il s'est bien calmé le monsieur. Parce que quand même, ce n'est pas une grosse... Ça nous apparaît très à gauche, relativement à l'époque. C'est pas un en soi. C'est-à-dire que le programme de Jean-Luc Mélenchon n'est pas un programme, contrairement à ce qu'il annonce, un programme de rupture, en tout cas certainement pas de rupture avec le capitalisme. Il ne s'agit pas de cela. Donc, moi, de rupture avec l'Europe, quand même. Mais non. Mais non, ce n'est pas. Mais vous savez bien que c'est un programme de rupture avec la Ve République. Ce qu'il annonce, ce qu'il ne fait pas. Vous êtes d'accord pour dire qu'on ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon, il est plutôt incarnant pour la Ve République. Il est plutôt un homme fort qui incarne. Donc en fait, je ne sais pas très bien sur quoi véritablement. C'est un programme de gauche. Sur l'Ukraine. Oui, mais on peut avoir. Non, je suis pas en train de vous dire qu'il peut pas y avoir des désaccords entre le Parti socialiste et Jean-Luc Mélenchon. Ce que je veux dire, c'est que penser que le Parti socialiste s'est aligné sur un programme d'extrême gauche est une vision, à mon avis, qui ne correspond pas. Alors, il s'aligne sur je suis d'accord. Alors, moi, si vous permettez, je fais un petit pas de recul. Un petit pas. Un petit pas. 97. À ce moment-là, c'est la Dream Team européenne. Il y a Schröder en Allemagne, il y a Blair en Angleterre et il y a Jospin en France. Et aux États-Unis, il y a Bill Clinton. À ce moment-là, ils pensent bien tous s'allier pour de redonner de la force à la social-démocratie. La troisième voie. Qu'on n'appelait pas encore le social-libéralisme, mais nous n'en sommes pas sortis. C'est-à-dire qu'en fait, on en est sorti au sens où cette voie-là a échoué, qu'elle a conduit en fait partout à la montée des droites les plus radicales et d'avoir les catégories populaires qui s'écartent du Parti socialiste ou des partis de gauche, parce que ce sont des politiques qui n'ont pas apporté la promesse de plus d'égalité et de mieux vivre, et que donc, on le voit très bien, c'est quand même cette politique social-libérale qui a été mise en œuvre, y compris par le dernier président aux États-Unis, qui a conduit à l'élection de Donald Trump. Et en fait, aujourd'hui, la social-démocratie... Elle avait résorbé le chômage en France. Non, mais François Hollande ce que je veux dire, c'est qu'elle n'apporte pas les réponses qui sont attendues et les gens se sentent... Elle change pas la vie des gens. Non, mais pas seulement la vie des gens, c'est qu'elle ne permet pas de se projeter dans un avenir pour le pays, pour soi-même, pour ses enfants. Et que donc, et pourquoi la social-démocratie, c'était votre question au départ, la social-démocratie, c'est difficile de s'y référer et c'est ce que Chloé Ridel acte, c'est qu'en fait, la social-démocratie qui se voulait redistributive, aujourd'hui, dans la crise du capitalisme
qui est... Mais qu'est-ce qu'il y a à redistribuer? Exactement. C'est pour ça que la social-démocratie n'a rien à dire pour l'instant, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas, et que Mme Hidalgo a fait 1,7% parce qu'elle n'a rien à dire. En une phrase, juste, ce que dit Chloé Ridel dans son programme, et qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant, c'est qu'au lieu de parler d'égalité et de fraternité comme c'était le cas auparavant, elle parle de liberté. Et ça, c'est extrêmement important, parce que le cœur de son programme aujourd'hui, c'est de lutter justement contre l'illibéralisme. C'est-à-dire que la gauche récupère la liberté et ne la laisse pas à la droite. La liberté, c'est quoi? Oui, c'est leur concept. C'est qu'on a des droits. C'est quoi, la liberté, la liberté, c'est qu'on a des droits. C'est qu'on a la liberté d'expression. C'est on peut pas vous virer d'un poste si vous l'avez machin. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas faire... C'est l'anti-Trump quand même. C'est la liberté de vivre selon les droits de son pays. Et c'est ça le cœur de son programme. Enfoncer une porte ouverte sur ça. Non, mais c'est pour dire que le débat s'est déplacé, effectivement. Parce que si on repart sur l'égalité, c'est ça qui va faire. On va pas croire. On va convaincre le monde. La liberté d'avorter, la liberté, conserver ses droits, la liberté de ses droits. Je voudrais qu'on jette un œil quand même, parce que c'est l'actualité aujourd'hui, donc en Grande-Bretagne, donc le Premier ministre Keir Starmer qui est dans la tourmente. Tout le monde demande sa démission. Et le ministre de la Santé a démissionné. On va écouter la chef de l'opposition aujourd'hui, la chef du Parti conservateur. On l'écoute. Le Premier ministre est en fonction, mais il n'est pas au pouvoir. Tout le monde essaie de faire comme si tout allait bien. Mais tout ne va pas bien. Au cours des dernières 48 heures, près de 100 députés travaillistes ont appelé le Premier ministre à démissionner. 4 ministres ont démissionné. Il est clair que son autorité a disparu et qu'il ne sera pas en mesure de tenir les maigres promesses contenues dans ce discours du roi. Voici un gouvernement en place depuis moins de 2 ans, qui est déjà à court d'idées et qui a atteint ses limites. Voilà pour l'ambiance britannique, mais j'ai envie de dire, Tristan, que ce soit en France, donc le Parti socialiste, on vient d'en parler, que ce soit en Allemagne avec le SPD un peu dans les choux, les démocrates... En Espagne, Pedro Sanchez. C'est l'exception. Dans la crise. Oui. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal, l'Espagne. Mais c'est pas ce que vous disent les Espagnols. J'en reviens, je peux vous dire que alors, ça va pas du tout. Oui, Tristan, pourquoi non? Mais ma question, c'est paradoxalement, la question que je posais au début, c'est dans le fond, les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et ce qui devrait être un capitalisme, je crois, plus inclusif, c'est l'expression à gauche, c'est-à-dire ce capitalisme est dur, la gauche devrait refaire surface. Or, beaucoup, en Europe, ou même ailleurs, aux États-Unis, se tournent vers les populistes. Oui, parce qu'ils fonctionnent parce que j'ai l'impression, en tout cas, que la social-démocratie fonctionne avec un logiciel qui est très ancien. Elle s'est construite dans un monde qui était industriel. Or, la plupart des régions se sont désindustrialisées et ils ne savent pas nécessairement parler aux nouvelles classes populaires. Ils n'y arrivent pas, alors que l'extrême droite y arrive très bien. D'ailleurs, les populistes d'extrême droite y arrivent un peu partout. Ils leur parlent pouvoir d'achat. Que répond la gauche qui a un peu changé son... Moi, quand j'étais... enfant, jeune, la gauche avait un centre de gravité qui était toujours autour du salaire. On n'entend plus beaucoup le Parti socialiste parler des problèmes de salaire, on n'entend plus beaucoup les gauches européennes parler de ça. Elles sont sur des thématiques qui sont beaucoup plus culturelles et sociétales, qui sont liées au genre, aux minorités, aux discriminations. Alors ça, on les entend énormément là-dessus. Et d'ailleurs, elles sont très présentes là-dessus. Et grâce à ça, il faut leur reconnaître aussi certaines victoires. Il y a quand même, on a parlé de tout ce que la gauche social-démocrate a perdu. On peut aussi dire ce qu'elle a gagné. On a un maire à Paris qui est sociodémocrate. Le maire de New York, Mamdani, est plutôt sociodémocrate. Il y a des victoires comme ça. Localement, il y a des victoires sur ces sujets-là. Mais ils ont délaissé les sujets populaires parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su faire le virage. De la même façon, la social-démocratie est née dans un monde qui était très syndiqué. Or, les syndicats sont en perte de vitesse. Tout ça, c'était leur clientèle, leurs électeurs, leurs interlocuteurs. Et ils ne savent pas faire avec les nouveaux interlocuteurs, avec leurs problématiques, alors que l'extrême droite populiste sait très très bien faire. Et ils se sont fait prendre. Au mieux, il y a un impensé, au pire, il y a un vide.
laissée par l'échec de la social-démocratie. Quel modèle peut remplacer Mais pour illustrer ce que disait Tristan, il y a ce qui vient de sortir là, il y a quelques jours, cette fameuse note proposée à Raphaël Glucksmann pour la campagne de Raphaël Glucksmann, qu'il renie, et on peut le croire, mais qu'il incite à ne pas viser le public des jeunes, celui des classes populaires, et à finalement aller vers un public qui est similaire au fond à celui du macronisme. Et ça, c'est pas dans cette optique-là que vous allez pouvoir changer véritablement le logiciel de la gauche. Ça a commencé, vous savez, il y a quelques années avec cette fameuse note de Terra Nova qui conseillait à la gauche de ne plus s'intéresser aux classes populaires, aux travailleurs, ce qu'on appelait les travailleurs. Et malgré tout, les travailleurs et les couches moyennes, c'est quand même le territoire de la gauche. Donc effectivement, il faut essayer aujourd'hui de repenser à travers les contraintes dont parlait Valérie tout à l'heure, de la mondialisation, etc., une gauche qui parle aux couches populaires. Or, pour parler aux couches populaires aujourd'hui, regardez ce que fait le Rassemblement national. Il leur parle d'immigration, il leur parle de sécurité, de pouvoir d'achat, de logement. Donc, logiquement, moi, si je suis à la place, non pas d'Olivier Faure, mais de ceux qui pensent vraiment le socialisme, eh ben j'irai sur ces terrains-là et j'apporterai des solutions de gauche, c'est tout à fait possible, aux problèmes qui se posent à la majorité des Français. Oui, mais la gauche, par exemple, elle a toujours... elle est assez frileuse à parler d'immigration. Non, mais ce qui est très intéressant... la gauche, elle dit qu'il faut régulariser les gens. C'est-à-dire que, normalement, l'immigration... Il y a 2 piliers dans l'immigration. Il y a le pilier de, malheureusement, une partie de trop, on n'arrive pas à gérer, il y a plus de délinquance parmi les Émirats qu'ailleurs, etc., qui est la partie négative qu'il faut sanctionner. Et il y a la partie totalement positive et indispensable et incontournable et dont on a tous besoin, qui est l'immigration de travail. C'est-à-dire il faut régulariser les gens qui travaillent en France. Je veux dire, les employeurs le demandent, les travailleurs le demandent. Tout le monde demande cette régularisation. Et ça, c'est un marqueur fort de gauche qui demeure aujourd'hui. Je voudrais quand même rebondir sur quelque chose qu'a dit Tristan aussi, c'est que le maire de New York, c'est très intéressant de le suivre, parce que pour l'instant, ça se passe très bien, et ça dépasse largement les sujets sociétaux. Il est en train de faire baisser les prix de l'immobilier. Vous savez qu'à New York, il faut payer 7 000, 8 000 euros pour le moindre appartement. C'est une folie. Il est en train de préparer un projet qui va faire baisser les prix de l'immobilier. Il est en train d'essayer de redonner du pouvoir d'achat aux gens. Il est plébiscité par les jeunes, justement, et il est plébiscité par les classes populaires. Donc, je pense que c'est un exemple à suivre. Et ce qui est intéressant peut-être aussi... pas sur tous les sujets. Pas sur tous les sujets, je pense. Je tempérerai l'exemple à suivre avec Ornan Damy, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il est... à minima très clivant et peut-être même très problématique, je trouve, en tout cas. Par exemple notamment sur l'antisémitisme. Oui, mais là, justement, là, vous devriez faire attention parce que ça a coûté cher à une de vos collègues d'avoir dit que même Dany était antisémite. Non, ce n'est pas faux. On ne dit pas ça. Non, il est problématique sur l'antisémitisme. Donc, pardon. C'est différent. Mais attendez, je vais vous réconcilier toutes les deux. On ne parlait pas de sociétal, justement, on parlait d'économique. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il cherche une voie, lui, il croit encore qu'on peut changer les vies. Donc, c'est intéressant. Corbyn aussi. Et comme vous avez dit que aussi, en France, il y a une grande différence entre la France et le Royaume-Uni. C'est qu'aux élections municipales en France, la gauche a retrouvé tous ses bastions. Enfin, elle n'a quasiment pas perdu. Les Verts ont perdu, ont reculé. Mais la gauche a gagné. Alors qu'en Angleterre, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Il y a eu un effondrement. En Angleterre, vous additionnez le Parti socialiste et la droite, ils font 20% seulement. Uniquement 20%. C'est l'extrême droite qui a gagné 30%. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les grandes métropoles en France, vous avez aujourd'hui encore une force de gauche de proposition qui fonctionne. Dans les grandes villes, effectivement. Et qui est réélue. Donc, une gestion de gauche, je dirais. Oui,
plus qu'une proposition de gauche. Il ne me semble pas que ça soit un projet de société. Il me semble que c'est de la gestion. C'est quand même... Je veux dire, Anne Hidalgo a beaucoup cru qu'être maire de Paris et de faire ce qu'elle avait appelé son équipe de France des maires allait la porter. Ça l'a porté rien du tout. Oui, mais après, il y a un problème d'incarnation. Il y a un problème d'incarnation. Mais non, oui, mais bien sûr. Mais c'est sûr qu'être une femme, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'est pas une question d'être une femme. Non, mais c'est quoi le problème d'incarnation? Anne Hidalgo elle n'incarne pas moins que les autres. Elle incarne ce qu'elle peut parce qu'elle n'avait pas grand-chose à dire. Hein. Elle n'avait pas grand-chose à dire, Anne Hidalgo. Je veux dire, c'est ça son problème. C'est que quand elle venait sur les plateaux, qu'est-ce qu'elle pouvait nous raconter d'autre en dehors de « j'ai fait des pistes cyclables à Paris ». Enfin, franchement, je veux dire, ça n'allait pas du tout. Et les socialistes, la pauvre, elle en peut mais enfin, elle portait sur le dos les 5 ans de la gestion de François Hollande qui a tellement déçu. Enfin, je veux dire, à l'issue de la gestion de François Hollande, il n'y a que lui qui croit, je ne sais pas, dans ses doux rêves, qu'il va pouvoir être candidat. Mais enfin, François Hollande a tellement déçu à gauche que... Alors Catherine, j'ai envie de vous poser cette question parce que ce que disait tout à l'heure Jean, ce que disait Tristan, c'est quoi aujourd'hui dans le fond le ferment de la gauche qui pourrait se réveiller? Puis c'est plus la social-démocratie, la redistribution, ça n'a pas marché pendant 30 ans parce qu'il n'y a plus grand-chose à redistribuer. Vous l'avez dit. C'est quoi dans le fond le modèle à inventer? Non, mais c'est quoi le modèle? Il n'y avait pas grand-chose à redistribuer. En France, il n'y a pas grand-chose à redistribuer. Moi, je pense que la France n'a jamais été un pays aussi riche, pardon. Mais je veux dire, il y a eu un sondage, une étude qui est sortie cette semaine de l'INSEE, je crois. On n'a jamais autant eu d'inégalités en France en ce moment. Mais partout, dans le monde. Non, mais ça monte partout. D'ailleurs, l'Angleterre est le pays le plus inégalitaire du monde. Alors, qu'est-ce qu'on invente? C'est ça ma question. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc... De ce point de vue, c'est très important de ne pas se dire qu'il n'y a rien à redistribuer parce que ça veut dire qu'il y a des richesses et que donc notre problématique est de savoir ce que l'on fait de ces richesses. Et moi, ce que je crois, mais je ne suis pas en charge du Parti socialiste. Et quelle richesse, de quelle richesse vous parlez? Moi, la richesse fondamentale... Un plan de relance? Non, la richesse fondamentale... À la Draghi ou... Non, c'est pas de ça dont elle parle. Non, c'est pas de ça dont je parle. Pour moi, la richesse fondamentale, c'est la formation, la culture, le bien-vivre des Français, leur éducation, leur santé, leur cadre de vie. C'est-à-dire la richesse... Ça ne crée pas de la richesse. Si, c'est la seule. Notre question, qui crée de la richesse, c'est la croissance. Donc, si on pense que la chose la plus fondamentale pour sortir notre pays du bourbier dans lequel il est, c'est les Français avec leurs compétences, leur formation, leur créativité et leur culture, que c'est ça qui va nous y emmener, alors il faut mettre de l'argent pour l'hôpital. On a dit tout à l'heure qu'il y a eu la question, où on trouve l'argent? Eh bien, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas jamais eu autant de richesse en France qu'en ce moment. Il faut que l'argent... Pas l'État. Non, mais pas l'État, parce que l'État... C'est notre question depuis tout à l'heure. C'est de quelle richesse vous parlez? Vous savez très bien, Tristan, que l'année dernière, il y a une commission d'enquête parlementaire, des sénateurs, qui a dit qu'il y a 220 milliards par an, c'est-à-dire un tiers du budget de l'État, qui part aux entreprises sans que l'on soit même capable de dire où elles vont. Où va cet argent ? C'est-à-dire que cet argent n'est même pas fléché. C'est-à-dire qu'on a des sommes considérables dont on pourrait quand même rediscuter, reflécher, et non pas les flécher sur des aides sans fond. Je veux dire, le CICR, là, l'autre jour, il y avait une... CICE qui a tellement ça a juste fait un peu baisser le chômage. Non, le CICE n'a rien fait baisser. Le CICE a apporté beaucoup d'argent, a coûté très très cher. Et a créé beaucoup d'emplois. Non, n'a pas créé d'emplois. Les entrepreneurs, vous rétorqueront que la France est le pays, que les entreprises françaises sont les plus taxées. Ça m'est égal. Ce que je dis, c'est que ce qui compte, c'est quelle est la richesse de la France. La richesse de la France, c'est les Français. Il faut que l'argent aille au développement humain. La richesse de la France, c'est aussi l'épargne. C'est le deuxième pays qui épargne le plus au monde. Absolument. Donc ça, c'est une richesse matérielle. Il y a un chiffre, par exemple, qui est intéressant. Il faut que cette richesse aille à la formation. L'épargne des retraités. Vous parlez d'argent est égal au déficit des retraites. Quel est structurellement ce qui permet à la France de remonter? Valérie, répondez. Non, je disais juste que vous parlez des entreprises. Vous pouvez dire que l'épargne des retraités est égale au déficit des retraites. Par exemple, il faut ouvrir un peu. Je veux dire que le CICE n'a pas créé d'emplois, c'est un...
c'est le contraire exactement de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est arrivé, le CICE avait été lancé quelques mois avant, Macron en a profité, le chômage a baissé, et c'est comme ça que la machine est repartie. Mais bien sûr, c'est factuel. C'est juste factuel. Pardon, c'est vous qui faites des corrélations qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, est-ce que notre pays va bien? Est-ce qu'il va mieux? Franchement, moi, ce que je crois, c'est où se trouve pas la richesse financière, parce que la richesse financière, elle est dans l'épargne, elle est dans les... Alors très court, parce que c'est la fin. Allez, vous concluez, Ça fait partie des pistes, à mon sens, justement, où la gauche peut faire entendre une voix différente, d'utiliser ce capital humain, ce capital de recherche, ce capital de progrès que vous trouvez dans l'esprit français, dans ce que représente aujourd'hui la recherche en France, par exemple. Merci. Mais là encore, ça demande aussi des investissements et... Donc peut-être un plan de relance. Merci beaucoup à tous pour ce débat passionné. Merci à Fadil Bayat, à Sacha Bamba d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique et bonne soirée à tous.